la question centrale qui est toujours posée aujourd'hui, celle donc de, disons, de la mobilité du cheptel dans la région. Et cette question, on peut dire que au niveau régional, préoccupe les décideurs publics, les décideurs communautaires, qui vous souviennent que déjà en 98, avec la décision ADEC, la question de la mobilité transfrontalière, qui constituait le socle même du pastoralisme dans notre région, avait déjà fait l'objet d'une tentative de réglementation avec la décision ADEC. Je crois qu'à partir de là, la région a progressivement évolué pour que le mot transhumance qui apparaît comme la principale forme de discorde puisse muter progressivement pour qu'on l'adapte à une sorte de mobilité. Et aujourd'hui, le fait même de parler d'agro-pastoralisme est une évolution notable, très importante et très importante dans cette région et qui aujourd'hui montre l'ouverture d'esprit dont les acteurs ont fait preuve au cours de ces dernières 10 dernières années et avec plusieurs éléments déclencheurs sur lesquels on pourrait revenir. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il se construit un consensus progressif pour dire que l'agropastoralisme peut être une des voies les meilleures pour sécuriser les systèmes pastoraux à tous les niveaux. C'est très important parce que ça permet de construire un consensus entre les pays qui accueillent les animaux, je crois que Pato reviendra sur ça, et ceux pourvoyeurs des animaux en transhumance. Et ce consensus qui aujourd'hui converge vers la déactivation la magnétisation de l'agro-pastoralisme est pour moi une évolution assez importante qui a été consacrée par la stratégie régionale pour le développement des systèmes d'élevage et aussi la sécurisation des systèmes pastoraux. C'est quelque chose de très important qui permet à la fois d'apaiser les rancœurs et sur d'apaiser les différends qu'il y a entre les États, les agriculteurs et les éleveurs sur la manière donc de gérer les systèmes pastoraux dans notre région. Et je pense donc que cela constitue une avancée assez importante. Mais pour revenir à notre sujet du jour, la question des cultures fourragères, il ne s'agit pas seulement de régler au point de vue idéologique, au point de vue technique, au point de vue politique, ou bien de créer un consensus sur les systèmes d'élevage et de dire comment est-ce qu'on doit les gérer, mais il faut leur donner un contenu opérationnel, les moyens d'exister. Et je crois que cette question des cultures fourragères qui est au cœur de notre débat aujourd'hui, est quelque chose de très important. Quand la CEDEAO a poussé à créer ce consensus autour de la stratégie régionale, le premier plan d'action qui a été élaboré, c'est comment on fait une alimentation correcte donc des animaux que nous avons dans notre région, parce qu'on sait que ça représente 70 à 75% de coûts des systèmes d'élevage, l'alimentation et que de ce point de vue, tant qu'on n'aura pas résolu correctement, on ne pourra même pas parler d'agropastoralisme parce que les questions foncières vont se poser. J'espère que le docteur Mama Sambo va revenir sur ça et que Pato aussi va revenir sur sa question de gestion du foncier rural. Et c'est à ce niveau qu'on peut poser les problèmes aujourd'hui. Est-ce que les réformes qu'on a dans les pays, que ce soit des pays de départ, des pays d'accueil ou même dans les zones de contact où on essaie de construire un peu des intercommunalités, des intercollectivités et des espaces de développement partagés entre les pays. On a aujourd'hui une manière de gérer les territoires et en toile de fond le système foncier de façon optimale pour que eux, les agriculteurs et les éleveurs et même les autres formes d'activités économiques qui sont développées dans ces territoires puissent être satisfaites et bénéficier d'une gestion rationnelle de cette ressource naturelle incompressible et utile pour tout le monde.
aujourd'hui, la question, on peut dire que ce n'est pas encore de façon optimale. Et tu l'as rappelé, Madame la Présidente, en introduction, et la pression démographique, l'avancée des fronts agricoles, le changement climatique raréfie les terres, les parcours et rend inéluctable les cultures fourragères. Et ces cultures fourragères, mais où est-ce qu'on les cultive? Est-ce qu'elles vont en compétition avec la production agricole? Est-ce qu'on a des terres suffisamment pour en débattre? Ce n'est pas toujours évident. Et la question de la terre aujourd'hui, sa marchandisation, pose le véritable problème de comment est-ce qu'on gère les cultures fourragères de façon optimale. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore trouvé une solution idéale dans notre région. Et ça montre que partout où on a une forte volonté donc, de développer les cultures fourragères, on a encore beaucoup de problèmes liés aux limites de la réforme du système foncier. Bon, on pourra revenir un peu de façon très spécifique, mais je disais aussi tantôt quand même que le fait d'avoir une stratégie au niveau régional est une avancée assez importante qui est corroborée par la déclaration de Nouakchott, qui en elle-même aussi a une déclaration, pas seulement sur le pastoralisme et l'agro-pastoralisme, mais la manière dont cette déclaration aujourd'hui est conçue et doit être vulgarisée, intéresse l'ensemble des systèmes d'élevage, même si les systèmes agro-pastoraux occupent toujours une place assez importante. Je pense donc que de ce point de vue, la région eu, a eu des avancées, mais le gros défi, c'est comment on décentralise, comment on fait porter par les acteurs, comment on fait porter par les États ces engagements qu'ils ont pris au niveau régional, ces avancées notables, comment on les traduit en politique au niveau national pour qu'on n'aboutisse pas encore à une sorte d'incomplétude, donc des réformes, des mesures de politique qui seront mises en place. Et le challenge est là. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit vraiment réfléchir. Peut-être que les interventions des uns et des autres pour nous montrer ce qui se fait actuellement au niveau des États va nous confirmer sur la faisabilité de ce qu'on a prévu au niveau régional. Et parce que tout ce qui se fait, on n'a pas encore de recul nécessaire pour apprécier leur pertinence, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana, que ce soit au Togo, que ce soit au Nigeria, ou même en Côte d'Ivoire, où on a des initiatives très volontaires en train d'être développées. On n'a pas encore beaucoup de recul pour apprécier leur pertinence et on a l'impression que les États donc, se cherchent aussi beaucoup et on pense quand même que avec les débats comme ceux que vous organisez, on pourra échanger des idées et arriver à des optimums de propositions qui pourront être vulgarisées auprès de l'ensemble des acteurs.